Catherine Bergeret-Amsalek, je suis ravie de vous rencontrer. Est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter en quelques mots, brièvement? Ça va être difficile, mais essayez quand même. Alors, je suis psychanalyste depuis 25 ans. J'exerce à Paris en cabinet privé où je reçois des adultes de tous les âges. Je suis membre de la Société de psychanalyse freudienne où j'anime depuis 10 ans un séminaire sur la clinique analytique aux âges clés de la vie. Je suis auteur de plusieurs ouvrages, je fais des conférences quelquefois, souvent. Et puis j'organise depuis 1999 des grands colloques pluridisciplinaires sur les âges de la vie. On en est déjà au 7e, qui aura lieu prochainement, qui est titré « Et si Alzheimer et autisme avaient un lien, enjeux et perspectives ». Voilà. Mais vos colloques ont quand même un titre générique qui s'appelle également « La cause des aînés ». Est-ce que c'est un clin d'œil à la cause des enfants? Pourquoi un psychanalyste s'intéresse-t-il à cet âge extrême? C'est assez inhabituel. Oui. Souvent, on pense que la cure analytique est réservée aux plus jeunes. Est-ce que c'est une chose que vous voulez modifier dans l'esprit des gens? C'est ça, c'est depuis 2010. Depuis 2010, on en est arrivé à la cause des aînés. J'ai commencé avec devenir parent en l'an 2000, naître et grandir autrement, l'adolescence, et puis on en est arrivé en 2010 à la cause des aînés, parce que j'ai des patients aussi entre 65 et 90 ans, 96 ma personne la plus âgée actuellement. Et puis, je ne découpe pas une personne en tranches d'âge, je regarde le parcours de vie. Et d'abord, on vit de plus en plus longtemps, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui savent qu'on peut faire une escale chez un psychanalyste après 70 ans. Et en plus, cette clinique analytique des personnes dites âgées, à quel âge est-on âgé, hein? On n'est pas tous âgés au même âge, on n'a pas forcément l'âge d'état civil. Comme disait Victor Hugo, à partir de 80 ans, on a tous les âges à la fois. Et cette clinique du sujet âgé, cette clinique des extrêmes finalement, elle apprend énormément pour tous les autres âges. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi autisme et Alzheimer, parce qu'il y en a un qui se déconstruit, l'autre qui a du mal à se construire. Les fondations sont mises à nu et les fondements de ce qui nous fonde en tant qu'être humain est mis à nu. Et ça, c'est humainement extrêmement intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a un clin d'œil, hein, la cause des bébés, la cause des aînés, parce qu'il y a un tel racisme anti-âge, une telle interdiction de vieillir, et on promeut tellement la jeunesse et le paraître au détriment de l'être, que c'est pas du luxe quand même de plaider pour la cause des aînés qui sont quand même regardés et personne ne veut vieillir, personne n'a envie de vieillir aujourd'hui. Donc peut-être qu'on donne un peu envie de vieillir, nous, je trouve. En tous les cas, c'est un besoin au niveau individuel et au niveau sociétal que d'avoir un regard différent sur les aînés. Et je pense que ce colloque aussi est aussi une nouveauté, dans le sens où vous allez oser aborder parmi d'autres sujets, le sujet des robots. Comment passe-t-on, Catherine, comment passe-t-on de Freud aux robots? C'est toujours inattendu dans vos attitudes et vos propos. Vrai. Alors, de deux façons. Déjà, en étant soucieux de l'environnement. On croit que les psychanalystes se soucient surtout de l'intrapsychique, c'est quand même vrai, mais ils se soucient aussi de l'environnement avec Winnicott, Balint, Masud Khan, Ferenczi, tous ces psychanalystes qui ont introduit cette notion d'environnement. Si on ouvre les yeux, on voit aujourd'hui qu'on est dans une transition numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour remplir sa feuille d'impôt, pour faire des mails, pour visionner sur Internet, enfin, quand on regarde ses petits-enfants. Vous voyez, même moi qui suis une baby-boomeuse, je ne sais plus le mot, Skype, voilà le mot entre autres. Parce que moi-même, je suis dans cette fracture numérique. Bien sûr. Et moi-même, j'apprends en faisant ces colloques. Bref, si on veut prendre le train de la modernité en marche, être en marche, et ne pas, si vous voulez, se dire c'était mieux avant, de mon temps c'était, mais de mon temps c'est maintenant, on ne peut pas ignorer le numérique. Le numérique aujourd'hui, c'est à la fois équiper sa maison, la domotique, c'est tout le secteur de la silver economy, c'est la télémédecine, c'est la téléassistance, et justement, ce sont les robots. Mais ce qui est important, c'est pas tellement l'objet, c'est l'utilisation de l'objet, comme disait ce cher Winnicott, pédiatre et psychanalyste. Et les robots, dans une séance d'analyse, avec certaines pathologies comme l'autisme ou l'Alzheimer, qui sont des populations qui ont un trouble ou qui ont un rapport spécifique à l'environnement non humain, c'est-à-dire aux objets notamment, aux animaux, à l'art, voilà, tout ça. Un robot, c'est très important en séance parce que ces personnes, l'autisme ou la personne atteinte d'Alzheimer, elle a du mal à entrer en relation avec l'autre. Elle est submergée par trop d'émotions, notamment par un visage, voyez-vous. Alors, si on met un psychanalyste avec un robot, il y a ce qu'on appelle un transfert d'émotions, affectifs
sur le robot, sur la machine, qui devient un double de lui-même et un double du thérapeute. Et puis petit à petit, cette relation se transfère, se reporte sur le thérapeute. Et à ce moment-là, la personne regagne en intersubjectivité. Alors, ce sont je dirais, des thérapies, on pourrait presque dire avant-gardistes, expérimentales. Serge Tisseron, qui est dans mon prochain colloque, avec Frédéric Tordeau, Olivier Duris, Marie-Noël Clément, travaille avec les robots. Anne-Sophie Rigaud, qui est gériatre, qui est chef du pôle gériatrique à l'hôpital Broca, a un laboratoire de recherche avec les robots. Dans le secteur du médico-social et du sanitaire aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à ouvrir les yeux sur les robots. C'est vrai que les psychanalystes rigides, qui passent que par le tout et langage, qui ne veulent pas adapter leur dispositif. Vous voyez, quand vous êtes entré dans cette pièce, on tourne, vous m'avez dit, mais alors vos patients, ils s'allongent là-dessus? Ben oui, moi j'ai un futon au sol. S'allonger sur un futon au sol, on n'est pas du tout dans la même ambiance, surtout si on peut enlever ses chaussures, sur un divan récamier avec les œuvres complètes de Freud, Lacan qui vous tombent sur la figure. Ici, on se délasse, on se relaxe, on s'ouvre. Pourquoi pas un robot, hein? Moi, j'ai jamais pratiqué avec les robots parce que je ne reçois pas de patients autistes. Mais par contre, avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, j'en ai quelques-uns, peut-être que je vais apprendre cette nouvelle approche. Voyez-vous, c'est quand même bien de s'ouvrir et de ne pas dire une seule solution. Il faut toujours s'ouvrir à la modernité. Voilà. Mais on sent que des avancées sont possibles. Vous parlez de transfert sur le robot, qui est un médiateur finalement entre la personne malade ou la personne très âgée et le thérapeute. C'est donc un nouveau médiateur qui apparaît. Mais comment expliquez-vous que ça puisse se dérouler de cette façon-là? Ça me paraît compliqué qu'on puisse s'attacher à un objet, à un robot comme celui-là. Vous savez, aujourd'hui, les doudous, ce sont les portables, hein. Si vous allez au restaurant avec quelqu'un, malheureusement, parce que souvent, il est tellement accro, le portable est sur la table, et vous vous apercevez qu'en attendant 2 conversations, les gens sont comme ça, petites poussettes. Oui, comme Jamie Seltzer. Voilà, oui. Exactement. Donc, alors là, encore une fois, il faut apprendre la façon d'utiliser l'objet. C'est un objet transitionnel qui ouvre un espace qui n'est ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Et cette relation spécifique à l'objet, mais par exemple, je pense à Gisela Pankov, qui était une psychanalyste qui travaillait avec les psychoses. Elle travaillait avec la pâte à modeler, chose qui m'arrive de faire. Quand les personnes ont du mal avec leur image du corps, ont du mal à passer par la parole, on peut leur demander de travailler avec un support qui est une pâte à modeler. On leur demande par exemple de représenter le corps du thérapeute en pâte à modeler. Et après leur propre corps. C'est une médiation, voyez-vous, là, à ce moment-là. Pourquoi pas le faire avec un robot? Parce que le robot, on peut le programmer, bien sûr. Et les spécialistes en question travaillent avec des spécialistes de l'intelligence artificielle où ils programment le robot selon certains profils de la personne. Et il s'établit réellement... Vous savez, le petit robot Paro, qui est un petit bébé phoque, par exemple, qui va d'ailleurs être dans mon colloque aussi, eh bien, c'est intéressant parce que les personnes âgées qui se sentent isolées, l'isolement aujourd'hui est extrêmement courant et fait le lit de la dépendance et le lit de la pathologie. Eh bien, ça peut être très intéressant qu'une personne dans une institution ait ce petit robot Paro en main et puisse, par exemple, dans la journée, entre deux soins, entre deux activités, peut-être établir cette relation. Ils ont d'ailleurs surpris des infirmières qui avaient des problèmes dans le management d'une institution, parler au robot. Oh, tu sais, ce patient, il est difficile, il ne veut pas prendre ses médicaments, mon petit Paro, qu'est-ce que tu en penses? Aide-moi, hein, je vais entrer dans la chambre, etc. Ça ouvre un espace psychique. Au fond, c'est un nounours, ce petit-là, ce petit robot. Mais il n'y a pas que Paro. Il y a un rapport spécifique. C'est Frédéric Tordeau qui a écrit un très joli livre, d'ailleurs il écrit beaucoup sur les robots et les écrans, ce jeune psychanalyste. Il disait qu'il avait reçu un jeune autiste en séance et au fond c'était la première fois qu'il le voyait. Il a laissé faire, ce qu'on doit faire quand on est analyste, il a vu l'intérêt de ce garçon qui allait sur l'imprimante. Le bruit de l'imprimante, eh bien, il l'a laissé faire, il lui a donné une feuille, il a imprimé, il a vu qu'il se passait quelque chose. Et un autiste, il ne va pas être capable d'être en interaction comme on est toutes les deux à côté de cette caméra-là. Il est intrigué, mettons, par ce vase qui est à côté, qui n'est pas filmé. Si tout d'un coup vous vous dites, mais il le regarde depuis 5 minutes, je vais le regarder avec lui. Lui, il va regarder répétitivement le rayon de soleil qui arrive sur le vase. Et il va voir qu'on le regarde ensemble. Il va y avoir un intérêt commun, vous rentrez dans son univers. Il s'agit d'entrer dans son univers. Et donc,
via le robot, on apprend à rentrer dans l'univers de la personne petit à petit, et après le robot, on le lâche quelque part. C'est une prothèse si on veut. C'est transitoire. Oui, L'utilisation est transitoire. Bien sûr. Parce que j'entends les les résistances. Pas que les résistances. gens ne s'adressent qu'à des robots. Alors, il s'agit d'humaniser et pas de robotiser les gens. Une mauvaise utilisation des robots serait la déshumanisation, car c'est le risque. Par exemple, moi, je ne suis pas trop pour le robot d'accueil ou le robot de compagnie. Je trouve ça un peu dommage. Parce que je préfère inciter les personnes à sortir de chez elles au moins une fois par jour, à ce que quelqu'un vienne les sortir une fois par jour, plutôt que les aider à sortir, parce qu'on ne sait pas des chiens, j'ai dit les sortir, en plus, vous voyez la déformation, hein, parce que je chosifie en disant les sortir. Parce que à ce moment-là, vous voyez, un robot de compagnie, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est gaga, quoi. On peut parler à l'enfant dans l'adulte, mais pas infantiliser. Hein. Si c'est, on appuie sur une touche, bonjour madame, je vais vous indiquer maintenant le temps qu'il fait. Et est-ce que vous avez pris vos médicaments? Faut pas exagérer non plus. C'est pas parce qu'on est vieux et qu'on devient dépendant qu'on devient débile. Hein. Alors, on peut quand même envisager qu'on a besoin d'autre chose. Donc moi, je suis un peu sceptique sur ces robots dits de compagnie. De même que quand on a supprimé des emplois en mettant des machines dans certains endroits où je vois que vous êtes d'accord. Elle est enthousiaste, l'intervieweuse. Elle me fait signe que c'est d'accord. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est dommage. C'est des résistances que l'on rencontre autour de soi. Voilà. On craint effectivement de substituer la relation humaine par une relation à une machine. Et c'est vraiment la résistance que l'on risque de rencontrer. Et je suis intéressée de voir que vous distinguez effectivement les robots de compagnie des robots qui sont à médiation thérapeutique. C'est tout à fait différent. Le mot médiation qui est intéressant. Bon, maintenant, il peut y avoir des robots d'accueil qui peuvent être utiles, peut-être pour patienter, tout dépend de ce qu'on leur fait dire et tout ça. Oui. Mais il faut quand même être attentif à l'utilisation de l'objet. C'est ça qui est important.